Marie-Pascale Delorme, c'est à vous maintenant. Vous avez aussi la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions parce qu'elles sont nombreuses, mais peut-être il y a eu pas mal de questions sur la justice sociale, c'est un enjeu social. Peut-être qu'on peut vous entendre également là-dessus. Oui, je vais prendre en continuité de M. Thomas, et effectivement, hein, sur les enjeux sociaux, à la fois pour l'ensemble de la population et pour les agriculteurs. Il faut bien dire, hein, si on parle de l'agriculture biologique, il y a une des questions qui disait est-ce qu'on peut nourrir le monde avec l'agriculture biologique? Il faut savoir que deux choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'agriculture qui n'est pas autre chose que biologique, hein, mais elle n'est essentiellement que vivrière. Hein, mais la deuxième chose, c'est que sur l'utilisation des sols, aujourd'hui, 2/3 des terres agricoles servent à nourrir les animaux, hein, ou à faire de l'énergie. Donc, ça veut dire que l'agriculture biologique en soi n'est pas un problème pour nourrir la population humaine. Voilà, hein, le modèle comme système de production. Ensuite, par rapport aux populations, on dit oui, ben, on fait de l'alimentation à bas coût parce que autrement les gens ne peuvent pas manger. Déjà, ça pose réellement un problème. Hein. Pourquoi est-ce que l'alimentation, les produits agricoles ne sont pas rémunérés et à une valeur qui représente leur coût de production? Pourquoi on le fait pour l'alimentation? Pourquoi on ne le fait pas pour les bagnoles? Voilà. Hein. Clairement, ça pourrait être vraiment une question de fond. Ensuite, il faut quand même se rendre compte que l'alimentation à bas coût, c'est justement ce qui a permis de faire des externalités négatives qui ne sont pas comptabilisées. Hein, c'est-à-dire la nature, c'est à tout le monde. Les pollutions, voilà, tout le monde paye pour les réparer. Donc, on peut faire du bas coût. Ça, c'est justement ça le problème. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Et manger bio, ce n'est pas forcément plus cher que de manger pas bio. Parce qu'on n'intègre pas tout. On n'intègre pas les externalités négatives. On a parlé tout à l'heure du microbiote, hein, donc de notre équilibre je dirais, intestinal. Hein. On ne digère pas tout seul. Hein. L'humain, sans bactéries, il ne digère rien. Et il faut savoir que donc on a travaillé dans des quartiers. Moi, j'habite à Rennes. Hein, on travaille dans des quartiers populaires, notamment sur les défis familles. Hein, et les défis familles montrent bien, pour des familles, je dirais, à budget très restreint, qu'elles peuvent s'alimenter totalement en bio sans dépenser 1 euro de plus. Voilà. Juste, il faut de l'éducation. Et il faut aider les familles à retravailler sur comment elles achètent, ce qu'elles achètent, comment elles cuisinent, etc. Donc, c'est sûr qu'en bio, pour manger bio, il faut manger moins de viande, donc produire moins de viande. Et il faut aussi peut-être acheter dans des circuits un peu plus courts, c'est-à-dire acheter plus juste vers les agriculteurs. Sinon, si on est sur des chaînes très longues d'achat, hein, et d'où les problématiques aussi de l'importation qui créent des chaînes très longues d'achat, eh ben forcément, on multiplie le nombre de fois les marges et donc on arrive à des produits qui deviennent chers, mais où on paye surtout du transport, du marketing, du stockage, etc. et pas de l'alimentation. Ouais. Sur le foncier, moi je suis aussi, c'est aussi un des grands enjeux. Un des grands enjeux, c'est comment installer des jeunes aujourd'hui. Comment avoir, pour des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, comment avoir accès à la terre. Il y a plusieurs possibilités quand même. Le fait de mettre en place des plans alimentaires territoriaux, peut-être de mobiliser des réserves foncières des communes ou des EPCI, de donner un objectif justement dans les plans alimentaires territoriaux, un objectif de production locale en installant des jeunes. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Il y a aussi la problématique sur l'accès au foncier, c'est que dans notre pyramide des âges agricoles, on a beaucoup de gens, de laitiers qui vont partir. Or, il y a ce problème de reprendre les bâtiments laitiers qui aujourd'hui sont amortis et donc ne sont plus, je dirais, n'ont plus de valeur en tant que telle.
hein, et pourtant l'éleveur veut le vendre parce que, ben, voilà, comme les retraites agricoles ne sont pas élevées, ça fait partie, je dirais, d'un capital qu'il veut récupérer. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut séparer une partie bâtiment d'une partie terre? Voilà, pour que les exploitations laitières ne tombent pas dans l'escarcelle de l'agrandissement. Donc, sur le foncier, il y a aussi, par rapport à la formation agricole, il y a à la fois la formation des adultes et la formation des jeunes. Il faut absolument décloisonner la formation agricole. Voilà. On a des jeunes aujourd'hui qui sont enfermés. Hein, je n'ai pas peur du mot, j'ai été enseignante aussi en lycée agricole au tout début de ma carrière professionnelle. Il faut absolument, alors je ne sais pas, hein, des jumelages, je ne sais pas, il y a des, mais comment à la fois attirer des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et comment faire que les jeunes qui sont dans le milieu agricole comprennent, connaissent, voient aussi, échangent aussi avec des gens qui sont en lycée technique, des gens qui sont en lycée général. Alors, soit, je ne sais pas, du jumelage, voilà. C'est dans des moyens d'action. Hein. Sur les transitions, pourquoi est-ce qu'il faut des transitions? L'agriculture, c'est un système lourd. C'est-à-dire, Loïc Chenet, tout à l'heure, disait ah ben oui, mais on garde les mêmes surfaces en volaille. Ben oui, mais quand on installe des gens en volaille industrielle aujourd'hui, on les installe pour 20 ans. Donc, ça veut dire, est-ce que vous êtes sûr que dans 20 ans, ce système, il est toujours tenable? C'est ça le problème. C'est en fait, Monsieur Thomas l'a bien dit tout à l'heure, l'agriculture, on ne peut pas changer de système tous les 5 minutes. Hein, donc, aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir une seule installation agricole dans un système qui ne tiendra pas la route dans le temps, qui ne tiendra pas la route en bilan carbone, qui ne tiendra pas la route parce qu'il n'y a pas d'autonomie alimentaire ni fourragère. Donc, ça ne devrait plus être possible aujourd'hui. Hein. C'est plus facile d'installer un jeune directement sur un système biologique, sur une petite exploitation ou sur un système polyculture élevage, mais c'est plus facile que d'installer quelqu'un. Quand vous installez un jeune là, sur des ateliers hors sol, porc, volaille, vous leur mettez 1 million ou 1,5 million d'endettement sur le dos. Une des grosses problématiques de l'agriculture familiale, c'est le niveau d'endettement. L'agriculture aujourd'hui, conventionnelle, je ne sais pas conventionnelle de quoi, mais elle est surtout conventionnelle par rapport au niveau d'endettement et au volume d'emprunt qu'elle a. Et quelqu'un qui est trop endetté, un agriculteur trop endetté, aura très peu de marge de manœuvre pour changer son système. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un des enjeux qui est comment aussi on ne pousse pas les gens à un excès d'endettement, qui les enferme. Hein, moi, je dis que ça les ubérise. Hein, c'est dans mon dernière intervention au Césaire, hein, sur la PAC, hein, comment sortir de l'endettement forcené chez les agriculteurs. Et là, à la région, il y a des actions possibles parce que en soutenant l'investissement sur les bâtiments d'élevage, sur la mécanisation, eh bien forcément, la région a contribué au niveau d'endettement. Voilà. Et ça, c'est très, très difficile. C'est un des freins. C'est un des freins. Et moi, je reprends encore l'autre frein, c'est qu'on a des outils industriels qui sont liés à des volumes. Et donc, voilà, il y a une pression. Hein, moi, je réponds à beaucoup d'enquêtes publiques quand il y en a encore. Hein, je réponds aux enquêtes publiques et quand on a suffisamment d'informations. Et là, j'avais eu encore le vice-président la COPER, l'environnement. Et voilà, il leur faut des volumes. Donc, tant qu'ils font pression sur les éleveurs pour produire des volumes. Donc, tant qu'on n'arrive pas à sortir de ces volumes, de cette notion de volume, notamment peut-être, quelqu'un avait posé la question de la formation, en formant aussi les salariés de l'agroalimentaire vers d'autres savoir-faire, vers des savoir-faire notamment de la transformation. Hein, on a quand même des grands savoirs en Bretagne, on a des cuisiniers, etc. Développer de la transformation plutôt que des volumes d'abattage. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Je n'ai sûrement pas répondu à tout,
Mais pour moi, il y a la formation initiale qu'il faut changer, qu'il faut décloisonner, et il y a la formation continue parce que les enjeux climatiques, si on veut effectivement que ce soit des transitions, c'est-à-dire qu'on ait des étapes et qu'on ait des indicateurs de résultats, hein, il faut, et pas qu'on ait des ruptures, hein, comme ce qu'on vient de vivre avec le Covid, là, la rupture, là, on arrête tout, là. C'est quand même catastrophique, quoi. C'est très difficile de repartir. Merci beaucoup, Madame Delhomme, pour toutes ces précisions. Et d'ailleurs, je profite de rebondir sur ce que vous avez dit sur la politique du Conseil régional de Bretagne pour donner la parole à Loïc.